Monsieur le directeur de cabinet de Madame la ministre déléguée auprès de la ministre des Armées, Monsieur le sénateur, Messieurs les maires du Bourget et de Dugny, Madame la préfète déléguée aux aéroports, Madame la secrétaire générale pour l'administration, Monsieur le directeur des patrimoines, de la mémoire et des archives, Messieurs les officiers généraux, dont mes camarades directeurs de nos musées frères, Mesdames, Messieurs, et surtout, mes chers camarades de l'opération Daguet, c'est en effet à vous que je souhaiterais d'abord m'adresser. Je me souviens de cette nuit, il y a 30 ans, du 16 au 17 janvier 1991. Je me souviens des sirènes des premières alertes NBC, des alertes de tir de Scud. Je me souviens de l'annonce de votre mission. J'avais demandé qu'avec nos Mirage 2000, nous puissions vous offrir une escorte ou une couverture aérienne. Mais cela n'avait pas été retenu dans la planification. Je me souviens de votre briefing, de cette ambiance très particulière quand on y va pour de vrai, des quelques mots échangés avec votre leader, mon ami Jean-Luc Mention, paix à son âme. Je me souviens de votre décollage, début d'une longue période d'inquiétude et d'incertitude pour nous qui restions au sol. Je me souviens de l'atterrissage des avions, un par un, de Mention exultant en ouvrant sa verrière après une mission réussie, du lieutenant Christ, Jésus pour les intimes, qui a réussi à se poser avec sa commande de profondeur bloquée, de Alamagne, qui avait perdu tant de sang que nous craignions pour sa vie. Je me souviens de notre boule au ventre pour les 2 avions qui n'étaient pas rentrés et dont nous n'avions pas de nouvelles. Et puis, de l'explosion de joie quand nous apprîmes que Jean-François Humel et Franck Bonafou, tous deux avec des moteurs en feu, des avions qui étaient devenus monomoteurs, avaient pu rejoindre un terrain de déroutement ami. 30 ans plus tard, nous voici tous rassemblés devant ce Jaguar A91, celui du capitaine Humel, pour son dévoilement au musée de l'air et de l'espace. Les stigmates que vous voyez sur l'avion, derrière moi, sont les signes toujours visibles de la dureté de ces combats, de la force d'âme des acteurs en présence. Ce premier raid restera dans les mémoires de nos stratèges, car il nous obligea à changer nos schémas opérationnels et à revoir notre intégration au sein de la coalition internationale. Ainsi, la participation de la chasse française dans cette guerre aura des répercussions stratégiques, institutionnelles, culturelles, durables. Mais je m'arrête là, je n'en dirai pas plus. Vous qui participerez à la table ronde tout à l'heure, vous raconterez cela beaucoup mieux que moi. Pour le Jaguar A91, immatriculé 11 Yankee Golf, après les opérations commence une autre histoire qui passera par Toul, Châteaudun et maintenant Le Bourget. C'est grâce à l'excellente conservation de cet appareil par l'armée de l'air et de l'espace, grâce aux années d'entretien et de sauvegarde sur la base de Châteaudun, par l'association Canopée, le conservatoire dont je salue ici le représentant, M. Bassin, puis aux actions et à l'engagement sans faille du CERPA, du CESA, sous la direction du général Guillaume Le Talnay et puis du général Julien Sabéné, qu'il est aujourd'hui présenté dans cet écrin prestigieux du Hall Concorde, avec les témoignages de ceux qui ont écrit son histoire. Le musée de l'air et de l'espace mesure l'honneur que lui fait l'armée de l'air et de l'espace en lui confiant en dépôt cet avion, qui va être présenté au public dans les collections du musée, aux côtés des différents appareils militaires et civils qui sont la richesse de cet établissement. La DPMA, et en particulier son directeur, Sylvain Mattiucci, ont toujours soutenu les actions du musée en faveur de ce patrimoine unique à l'échelle internationale par la présentation de l'objet dans son état originel. Nos collègues pourront, dans les prochaines semaines, enrichir et documenter la mémoire de cet objet patrimonial grâce aux entretiens et aux archives orales recueillies avec les pilotes de ce raid et avec d'anciens chefs d'état-major, dont le général Fleury et le général Lanata, que nous aurons l'occasion d'écouter tout à l'heure lors de la table ronde que modérera notre ami Michel Polaco. Je suis reconnaissant à Madame la secrétaire générale pour l'administration pour son soutien au musée en ces périodes de grandes difficultés financières liées à sa fermeture prolongée. Que chacun puisse voir en ce dévoilement une marque d'optimisme dans un avenir que nous souhaitons plus serein. Sous la houlette efficace de notre directrice Anne-Catherine Robert-Auglusten, tout le personnel extraordinairement motivé et dévoué du Musée de l'air et de l'espace
va continuer la mue de notre établissement jusqu'en 2024 avec la construction de nouveaux halls, d'un nouveau planétarium numérique grâce au soutien financier de la région Île-de-France et de nouvelles réserves afin de protéger les collections uniques et emblématiques de notre histoire dans la troisième dimension. Une histoire d'une armée de l'air et de l'espace toujours réactive tout autour du globe, une histoire d'une aventure aéronautique et spatiale française d'une richesse inouïe. Monsieur le directeur, au nom du conseil d'administration et du personnel du musée, je vous assure que nous sommes tous prêts à relever ces nouveaux grands défis et à être dignes du soutien que vous nous manifestez. Celui-ci nous oblige. Soyez assurés de notre dévouement pour la mémoire et l'histoire de notre pays dans la troisième dimension. Je vous remercie. Madame la préfète déléguée pour la sécurité et la sûreté des plateformes aéroportuaires, Monsieur le sénateur, Madame la vice-présidente de la région Île-de-France, excusez ce matin, Messieurs les maires du Bourget et de Dugny, Madame la secrétaire générale pour l'administration, Monsieur le directeur des patrimoines, de la mémoire et des archives, Monsieur le président du conseil d'administration du musée de l'air et de l'espace, mon général, Madame la directrice, Monsieur le représentant du chef d'état-major de l'armée de l'air et de l'espace, mon général, Mesdames et Messieurs les directeurs d'établissements culturels, officiers généraux, officiers, sous-officiers, militaires du rang et personnel civil des armées, Mesdames et Messieurs, je voudrais tout d'abord excuser la présence de Geneviève Darrieussecq, la ministre déléguée aux armées, qui m'a appelé ce matin pour me demander de la représenter. C'est un cas de force majeure qui l'empêche d'être avec nous ce matin et je voulais témoigner du fait qu'elle attachait beaucoup d'importance à la cérémonie qu'elle aurait aimé présider. C'est une histoire que vous connaissez, comme un récit qui a fait école, comme un fait d'armes qui a marqué les esprits, comme une chronique chevaleresque qui dit l'abnégation, le talent et le professionnalisme de nos pilotes, comme le témoignage précieux d'une mission révélatrice de ce que fut aussi la guerre du Golfe. Je salue ceux qui en furent les acteurs et je me réjouis que nous consacrions ce dimanche à un appareil qui en a été une des pièces maîtresses. C'était le 17 janvier 1991, il y a 30 ans. Dans une tempête qui se lève, celle du désert. Après avoir accordé toutes ses chances à la voie diplomatique, après des mois de préparation intensive, les forces de la coalition menées par les États-Unis lancent, dans le cadre des résolutions de l'ONU, l'offensive pour libérer le Koweït. Notre pays s'y engage par l'opération Daguet, sous l'impulsion résolue du président Mitterrand. Au petit matin, les forces aériennes et aéroterrestres entrent en action. Des centaines d'avions et d'hélicoptères ont effectué plus de 2100 missions de combat en une seule journée. Parmi cette multitude, 2 formations de 6 Jaguars de l'armée de l'air française décollent dans les brumes d'Arabie saoudite. L'objectif est la base d'Al-Jaber, occupée par les forces irakiennes. C'est un baptême du feu pour la plupart des pilotes, et quel baptême du feu, dans ce qui restera comme l'un des raids les plus risqués de la guerre du Golfe. Il est un peu plus de 8h45 lorsque les Jaguars franchissent la frontière à très basse altitude. Et tout à coup, la guerre est là. Les appareils rencontrent une riposte intensive, une DCA féroce se déploie. La deuxième vague subit de plein fouet cette concentration de tirs et traverse un véritable mur de feu. 4 de nos aéronefs sont touchés.
Vous nous avez rappelé, mon général, l'incertitude et l'appréhension de ceux restés au sol. Vous avez fait résonner ici certains des noms fameux de cette entreprise. Les jaguars de Bonaf et Mamel, éclopés l'un comme l'autre et en proie aux flammes, se rassemblent et entament un périple vers un terrain d'atterrissage ami. Ils sont seuls au-dessus du désert. Devenus des monomoteurs incandescents, des aviateurs en péril, ils sont des cibles idéales pour les Irakiens. Avec une souplesse et une maîtrise remarquables, avec une habileté et une détermination hors pair, avec la fraternité et l'entraide qui caractérisent le métier des armes, le lieutenant Christ, le capitaine Mahagne, le capitaine Bonafous, le capitaine Hummel ont ramené coûte que coûte leurs appareils à bon port. C'est tout à la fois un moment d'extrême tension pour l'armée de l'air, un moment de fierté, tant nos pilotes ont répondu aux attentes de la nation, tant ils ont démontré l'efficience de centaines d'heures d'entraînement, un moment où le talent se conjugue aux circonstances pour sortir d'une épreuve mal embarquée. Gravement touché, gravement endommagé, le Jaguar A91, qui se trouve derrière moi, emblème de ce raid, celui du capitaine Hummel, celui de la 11e escadre de chasse, ne revolera plus. Il avait survécu à une dizaine d'impacts quelques années plus tôt au Tchad. Ainsi, il entre dans l'histoire militaire française. Cet avion a acquis une valeur symbolique, émotionnelle et je dirais même sentimentale particulièrement forte. Il est devenu indissociable de cette époque, il est devenu une référence et une source d'attachement pour beaucoup de nos aviateurs et pour beaucoup de passionnés. À ce titre, je remercie le Conservatoire Canopée et l'ensemble de ceux qui l'animent. Les membres de l'association ont sauvegardé et chouchouté ce prestigieux morceau de l'histoire de l'armée de l'air. Grâce à vous, le Jaguar A91 a traversé les années et son histoire se poursuit. Elle se prolonge aujourd'hui en rejoignant les collections du Musée de l'air et de l'espace, en intégrant un magnifique écrin aux côtés des plus emblématiques appareils de notre patrimoine national. L'armée de l'air et de l'espace confie au musée un appareil qui lui est cher, qui porte une part de sa mémoire. Il symbolise la capacité d'adaptation de nos armées, la capacité de réaction et de prise en compte des lacunes. Il incarne toute une génération d'hommes, de femmes et d'appareils qui ont bien servi la patrie. Il représente également une manière de commémorer autrement, de se souvenir de notre histoire militaire par la force de l'objet et la puissance de son évocation. C'est là le propre du Musée de l'air et de l'espace. Je remercie la direction et l'ensemble des équipes du musée pour leur travail quotidien et leur application à faire rayonner la culture, à transmettre l'énergie du rêve d'Icare et à semer les graines de la passion. À l'instar de nombreux champs de notre vie sociale, la culture vit des temps compliqués dans lesquels l'incertitude domine. Nos musées ont été et sont encore fermés. Je sais que les équipes attendent avec impatience leur réouverture et le retour des publics. Et j'adresse un message de soutien et d'affection à tous nos établissements culturels. Nous les soutenons activement pour compenser leur perte de recettes. Nous travaillons à leur avenir. Nous œuvrons pour que les musées des armées soient opérationnels et prêts pour une année 2021 qui sera, je le souhaite, je l'espère, une année résolument et nécessairement culturelle. Cette cérémonie, dans le contexte actuel, est une page d'optimisme, une page pour écrire l'avenir. Cette nouvelle page est celle que Geneviève Darrieussecq
a commencé à écrire avec Florence Parly il y a un peu plus d'1 an. Vous relevez, mois après mois, les défis de la modernisation, de l'attractivité et de la renommée. Vous continuerez à les relever pour être en 2024 au cœur des Jeux Olympiques et surtout au cœur du Grand Paris. En entrant dans ce temple de l'aéronautique, le Jaguar A91 enrichit votre collection unique au monde et contribue à la profondeur mémorielle de votre institution. Je suis certain qu'il deviendra rapidement une pièce maîtresse du parcours permanent. Ce Jaguar, et avec lui les glorieuses 7e et 11e escadres, trouve dans ce panthéon de la 3e dimension la juste place qui correspond au service éminent qu'ils ont rendu à la nation. Je vous remercie.